7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Figaro et chroniqueur sur CNews et vous publiez ce livre Journal d'un paria. C'est en fait le résultat de votre bloc-notes qu'on peut retrouver et que vous avez commencé, enfin celui-ci, de 2020 à 2021 et c'est à retrouver aux éditions L'Artilleur. Alors vous avez écrit Journal d'un paria et il faut dire que là vous avez fait un Welbeck en fait. Vous avez eu le titre prédictif parce que alors là aujourd'hui pour un paria vous êtes vraiment un paria, faut le dire. Et ce qui est intéressant, et vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, c'est que ces journalistes et ces philosophes qui parlent de droits de l'homme, de respect de l'autre, et qui voient l'autre représenté par l'image du migrant en général, qui le voient comme quelqu'un comme une bénédiction qu'il faut accueillir. Et bien ici, aujourd'hui, pour l'autre qui ne pense pas comme eux, c'est-à-dire vous, et bien cette fois-ci, non, il ne faut pas appliquer le même respect qu'ils demandent tous les jours. Et alors je voudrais, pour commencer, citer cette dernière polémique en date, qui a suscité indignation, cris d'orfraie, couteau dans le dos de la Société des journalistes du Figaro, d'ailleurs, on va en reparler. C'était votre prise de parole concernant le totalitarisme hygiéniste. Et pour commencer, je vais vous lire un extrait du Canard enchaîné, c'était mercredi dernier, qui se titre, un petit article qui se titre « C'était l'heure des trop ». Alors l'air de rien, je vous lis le début, cela fait des mois que ça dure, comme le mois passe, des mois que quotidiennement, en toute décontraction, l'émission L'heure des pros, CNews, milite pour le candidat Zemmour et assure le service après-vente de l'extrême droite française. Que Pascal Praud et ses chroniqueurs préférés, à commencer par Yvan Rioufol, se lâchent sur tout ce qui est un petit peu trop bronzé, trop différent ou pas assez droitier à leur goût. Et plus la présidentielle approche, plus ils accélèrent, plus ils y croient, plus ils foncent. Appréciez le style. Et ce qui devrait arriver est arrivé le 1er février. Il raconte donc cette analyse du professeur Raoult entre le pass vaccinal et les camps de concentration. Et là, ils disent « Rioufol a ajouté la sienne entre cette comparaison entre le pass vaccinal et les ghettos de Varsovie. Je cite, rappelez-vous que, et donc je vous cite, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminés, c'était d'abord un lieu hygiéniste, c'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus, naturellement. La comparaison s'arrête là, on va vous entendre le dire. Et ils disent naturellement, d'abord un lieu hygiéniste fut surtout ni plus ni moins le prétexte avancé. Et voilà ce qui dérange. Vous n'avez pas précisé que c'était le prétexte avancé par les nazis. Et voilà, ce prétexte n'est jamais apparu dans les propos de Rioufol chez les pros. Et puis voilà, je vous passe la suite. Et puis ils finissent comme ça. Mais ne nous privons pas du changement de version 2 jours plus tard sur Twitter, de notre grand incompris. Je répète ce que je disais et que vous ne voulez pas entendre. L'hygiénisme nazi a servi de prétexte à la ségrégation des juifs, à leur massacre et au pire des totalitarismes. Alors je voudrais qu'on revienne sur cette dénonciation, enfin là c'est vraiment cette mise au banc de la société, d'un paria, comme vous dites, qui n'a plus le droit de citer, plus le droit de discussion sur, en fait, on va réécouter ce que vous dites, sur un propos qui a le mérite d'être extrêmement clair. Alors, je vais vous proposer, parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien, et après on va rentrer dans le fond du problème, le fond du problème de cette division de la société où on n'a plus le droit de discuter avec des personnes de raison. Alors, réécoutez d'abord le professeur Raoult, qui lui, sur sa chaîne YouTube, le 1er février, parlait de camps de concentration. Écoutez-le. Ne pas foutre des gens en camp de concentration, ou les enfermer à la maison, ou faire des camps gigantesques pour maintenir les gens, parce qu'ils ne vous obéissent pas. Sinon, vous tombez dans des choses qui nous rappellent une partie de la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Voilà, donc le professeur Raoult dit « Sinon, vous tombez dans quelque chose qui rappelle la Seconde Guerre mondiale. » Et Pascal Praud vous pose la question, et vous Rioufol, le 1er février également, de cette question de cette comparaison entre les camps de concentration et ce qui se passe aujourd'hui avec le pass vaccinal. Et voilà votre réponse, écoutez bien, chers auditeurs. Naturellement, on ne peut pas faire un parallèle entre la condition des non-vaccinés et la condition des juifs. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, c'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit qu'il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste. Parce que dans la ségrégation hygiéniste, on a connu ça, sous le nazisme notamment, où il cherchait l'homme parfait, l'homme sain, l'homme sans poux et sans contaminants. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminants, un lieu de contaminés.
C'était d'abord un lieu hygiéniste. Les ghettos, c'est ça, l'origine du ghetto, Oui, c'est ça. le ghetto, c'était ça. C'était un lieu hygiéniste. C'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Et donc, naturellement, la comparaison s'arrête là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais malgré tout, cette ségrégation qui s'est installée au nom d'un hygiénisme d'État est tout à fait totalitaire. Et moi, je suis content qu'il emploie ce mot de totalitaire parce que je vous ai souvent expliqué, enfin, ce que je voyais, moi, comme étant un mécanisme totalitaire qui s'était installé subrepticement avec un discours unique, avec une manière de créer des dissidents chez ceux qui ne pensaient pas conformément à la parole d'État, etc. Et donc, oui, je persiste à dire que nous avons vécu une dictature sanitaire. Voilà, vous le dites bien, hein, pourtant ça a le mérite d'être clair. Moi, je ne comprends pas comment ils peuvent ne pas comprendre ou pourquoi ils veulent ne pas comprendre. Vous dites bien ségrégation au nom d'un hygiénisme d'État. Et vous le dites, pour ceux qui savent lire, page 23 de votre livre, hein, vous le dites, avant Foucault, l'hygiénisme nazi avait déjà pensé dans l'horreur que l'on sait, la vision aseptisée d'une société performante, vouant à la ségrégation puis à la disparition, les éléments jugés les plus contaminants pour la santé et la société. Yvan Rioufol, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Oui, très bien. Bien sûr, c'est une manière de vouloir faire taire un opposant et de vouloir faire taire un opposant à ce gouvernement, à Emmanuel Macron, à la Macronie, et de vouloir faire taire en plus un opposant à la politique sanitaire, à la politique hygiéniste et singulièrement à la politique du pass sanitaire. Non pas d'ailleurs. Et ce qui était très amusant, c'est que la Société des rédacteurs du Figaro, qui en effet est tombée dans ce piège d'une machination grossière, a fait un communiqué pour se désolidariser du confrère, merci, je m'en souviendrai, oui. Et pour me présenter comme étant un anti-vax convulsif. Notoire. Convulsif. Et donc, en fait, ils ont donné la clé de cette petite cabale sordide qui a été effectivement mes positions anti-pass et qu'ils voient, eux, comme étant anti-vax, dont ils me font payer donc mon opposition, ils me font payer sans doute également ma collaboration à CNews, et ils me font payer en effet mes réserves, et plus que mes réserves, mes oppositions franches à cette politique hygiéniste qui s'est révélée par cette ségrégation imposée par le pass vaccinal qui divise les citoyens en deux. Et ceci, en effet, m'avait donné prétexte à dire on mettait le doigt dans un engrenage, et c'est ce qu'ils avaient bien compris, mais qu'ils n'auront pas voulu entendre en isolant une phrase qui, si vous l'isolez naturellement, peut donner prétexte. Mais même pas, regardez, moi, on vous a passé l'extrait. Les gens honnêtes voient très bien ce que je veux dire, mais les gens malhonnêtes peuvent s'arrêter à cette phrase qui a été sortie du contexte. Je l'explique dans mon blog, j'explique le mécanisme de la manipulation et ce qui a pu faire dire, par exemple, à Roselyne Bachelot sur Radio J, invitée par l'animateur. On va l'écouter. Ah, oui. Je vous propose de l'écouter, Roselyne Bachelot. On parlait tout à l'heure de Rioufol, donc journaliste au Figaro, qui affirme, c'était mercredi sur CNews, je le cite, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu fait pour préserver du typhus. Mais il reprend l'argumentation des nazis. Voilà. Mais comment on en arrive là L'argumentation des nazis et d'ailleurs, vous savez aussi, l'argumentation quelque part de Darquier de Pellepoix, commissaire aux affaires juives, qui en 1978 disait à Auschwitz on a gazé que des poux. Mais comment on en arrive là aujourd'hui ? Je suis incapable de l'expliquer puisque c'est des gens qui vivent sur une autre planète qui n'est pas ma planète de compréhension. Elle n'est que ma planète de révolte. Alors, ce que dit là Roselyne Bachelot, je trouve, est aussi une clé de compréhension. C'est-à-dire, il vit dans une autre planète, il n'est pas dans ma planète. Donc, le terme de paria, encore une fois, que vous avez utilisé, paria, c'était en Inde, individu hors caste. On vous a sorti de la caste, vous n'avez pas le droit, vous êtes une souillure. En fait, elle répète encore ce schéma-là. C'est-à-dire que vous critiquez la ségrégation, justement, enfin une forme de division entre les Français, et eux la répètent et vous mettent hors caste. Vous n'avez plus le droit de discuter. Et c'est très intéressant, c'est un schéma qui se répète. C'est d'autant plus intéressant qu'elle fait cette déclaration dimanche, invitée donc par le journaliste Aziza, qui connaît mes arguments, parce que mes contre-arguments ont été donnés le jour même de cette manipulation, c'est-à-dire le jeudi. Et donc de jeudi, vendredi, samedi, je ne cesse sur les réseaux sociaux. C'est une petite querelle qui s'est passée sur les réseaux sociaux pour l'essentiel. Je ne cesse de dire qu'on cherche à manipuler et que ce que je dis, c'est exactement l'inverse, c'est que l'hygiénisme d'État a été servi de prétexte à l'élimination des Juifs qui étaient censés être porteurs de typhus. C'était ça l'idée. Bien sûr. Tout le monde comprend ça. Et sauf que Roselyne Bachelot feint de ne pas entendre non plus, alors qu'elle a entendu. Alors on aurait pu comprendre peut-être que sur le moment, elle se laisse abuser par la désinformation, mais là, 3 jours après, c'est donc une malhonnêteté intellectuelle. C'est donc une manière de vouloir ne pas entendre ce que je dis, et c'est une manière, dans le fond, parce qu'il y a deux niveaux.
Il y a le niveau, on va faire la peau à un opposant, mais il y a l'autre niveau qui est de dire on n'instrumentalise pas la Shoah. Et ça, c'est la gauche qui lance ça, sauf que c'est la gauche qui, la première, ne cesse d'instrumentaliser la Shoah quand elle traite de nos histoires, quand elle traite ses autres, quand elle traite la droite ou Éric Zemmour notamment. Alors là, c'est particulièrement flagrant de nazis. Quand le président de la République va à Oradour-sur-Glane il y a 3 semaines pour dire faites attention, enfin en désignant en creux le danger que pourrait représenter Zemmour, qui est juif, faut-il le rappeler, et etc. Donc on vous traite d'antisémite, de vichiste, etc. Ça, la gauche ne s'en prive pas. Mais en revanche, dès que quelqu'un ose faire un parallèle entre cette hystérie sanitaire et l'hystérie sanitaire que l'on a pu connaître notamment chez les nazis, mais il y en a d'autres. Ça se fait aussi, paraît-il, en Chine vis-à-vis des Ouïghours. Ou au Moyen-Âge. Ou au Moyen-Âge, bien entendu. Mais enfin, le prétexte hygiéniste a toujours été un prétexte à mettre à l'écart et ensuite à éliminer pour les nazis. Mais dès que vous rappelez ça à la gauche, alors là, immédiatement, vous n'avez pas le droit parce que vous faites injure à la Shoah, etc. Donc, il y a vraiment une grande hypocrisie et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Et donc, on en est là. Cette affaire s'est un peu éteinte parce qu'il manquait malgré tout d'arguments. Et puis j'ai eu la chance d'être malgré tout très bien défendu sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je n'ai pas été défendu donc par la Société des rédacteurs du Figaro. Vous l'avez bien compris. Je crois qu'elle s'est ridiculisée, elle s'est humiliée, elle a montré quelle était. Qu'est-ce qu'elle était. Ni vraiment était par une certaine rédaction en chef. Écoutez, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Que je vais chercher ensuite à apaiser, etc. Bien sûr. Je ne vais pas non plus. Je suis resté au Figaro. Oui. Bien que j'ai eu à un moment donné, là, je me suis posé la question de savoir si ma place était toujours là. Bon, mais en même temps, je n'ai pas voulu donner non plus trop d'envergure à cette petite saloperie, mais ça donne quand même une illustration de ce terrorisme, de ce maccarthisme qui s'est installé et qui est influé par le parti en place. C'est-à-dire que c'est la Macronie soutenue par une partie de la gauche, soutenue par une partie d'intellectuels malhonnêtes qui a essayé de faire taire quelqu'un qui avait une parole sans doute dérangeante. Mais c'est loupé. Nicolas Vidal. Bonjour Yvan Rieufol. Alors, il y a cette polémique, effectivement, vous l'avez dit, et il y a plus largement la crise sanitaire, le traitement de la crise sanitaire. Donc, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre épais livre très dense. La question que j'ai envie de vous poser, Yvan Rieufol, c'est que finalement, est-ce que cette crise sanitaire n'a-t-elle pas acté le naufrage de nos intellectuels dans ce pays, c'est-à-dire plus de contre-pouvoir, plus de hauteur de vue, plus d'analyse. Il y en a quelques-uns aujourd'hui qui prennent des positions qui me semblent très compliquées à tenir. Finalement, est-ce que c'est pas le naufrage, au-delà de la classe politique, vous avez parlé de la Macronie, la classe politique en son ensemble, mais des intellectuels qui doivent jouer à un moment donné aussi le rôle de contre-pouvoir, non ? Vous avez 1000 fois raison, c'est une très grande déception. D'abord, c'est une alerte sur le mauvais fonctionnement de la démocratie, parce qu'en effet, cette politique sanitaire n'a jamais été discutée. Elle a été imposée par un homme seul, conseillé par un conseil avec des cabinets privés, un conseil scientifique, un conseil de défense dont on ne sait toujours pas de qui il est exactement constitué, en tout cas certainement pas de gens qui ont été élus. Et dans cette politique sanitaire, dans cette hystérie hygiéniste-là, toutes les décisions qui ont été prises avec l'aval de tous les contre-pouvoirs. C'est absolument horrible ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec l'aval du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, du Sénat, de l'Assemblée nationale, des médias et de la plupart des intellectuels qui auraient dû tout de même alerter sur cette dérive hygiéniste, sur cet état hygiéniste qui, au prétexte de sauver des vies, était en train de mettre un pays sous cloche, d'imposer une solution unique, la vaccination pour tous, en interdisant à des médecins de soigner. Il faut quand même revenir, il faudra qu'on revienne quand même sur ce scandale d'État-là. Et les intellectuels qu'on aurait pu aimer entendre autour d'une table, plutôt que d'entendre les sempiternels médecins de plateaux de télévision qui voient midi à leur heure, à leur porte, bien sûr, et qui voyant que la santé, elle était préoccupée de santé, je ne leur fais pas un procès en particulier, mais il y avait un débat très déséquilibré. Et que les quelques intellectuels qui mettaient en garde, c'est-à-dire André Comte-Sponville, Bernard-Henri Lévy, qui pourtant a participé depuis à mon lynchage, ou François-Xavier Bellamy, voilà, il y en a, je crois qu'il y en a 3, peut-être 4, ou j'en oublie peut-être. Enfin, disons qu'il a une petite poignée d'intellectuels qui ont mis en alerte sur cette folie sanitaire, cette folie hygiéniste, en disant que nous basculions d'un monde à un autre, d'un monde de société libérale à un monde de société à la chinoise, on y reviendra peut-être. Ces intellectuels se
sont pliés également, sont restés dans le grand somnambulisme, au prétexte qu'il fallait absolument adouber la parole d'État, la parole officielle, et les médias eux-mêmes ont théorisé ce point de dire qu'il ne fallait pas que l'on contrarie la parole alternative. Ça a été une déclaration qui a été faite notamment par la directrice de la rédaction de BFM ou par un rédacteur en chef de Libération, qui tous les deux ont employé le même mot de dire qu'il ne fallait pas contrarier la parole officielle. Vous vous rendez compte, alors qu'un journalisme n'est pas fait pour critiquer systématiquement, mais enfin, il n'est pas non plus là pour être du côté du manche. Et donc, on a assisté à un mécanisme d'ordre totalitaire. Alors, je ne dis pas naturellement que nous sommes dans un totalitarisme, mais nous sommes rentrés dans une ère dans une ère à perspective totalitaire. Voilà, on peut dire quelque chose de ce genre-là. Comment vous expliquez, et vous le répétez beaucoup dans votre livre, vous citez cette mascarade intellectuelle et politique qu'est depuis les premiers pas le macronisme en marche. Comment vous expliquez que ce macronisme en marche soit justement la marche vers une forme de totalitarisme? Je pense que le macronisme n'a pas d'idée. Le macronisme a été construit sur une politique de la peur. Alors, et je faisais cette analyse dans mon précédent livre qui s'appelait « Les traîtres », où j'avais déjà noté que le macronisme, qui était une sorte d'idée flasque qui pouvait s'agrémenter de toutes les situations, s'était constitué à travers la politique, l'instrumentalisation d'une peur, la peur du réchauffement climatique, c'était ça à l'époque, et la peur du populisme. Et là, il y avait déjà tout un engrenage... vous disiez la fabrique de la peur. La fabrique, et j'avais titré ceci, donc bien avant l'épidémie, la fabrique de la peur, en effet. Et la fabrique de la peur était de faire croire que le réchauffement climatique était une menace imminente. Il y avait je démontrais à l'époque comment la Macronie détournait des images pour terroriser les gens, déjà à nouveau, c'était avec la forêt amazonienne qui flambait, etc., en disant que nous allons tous périr. Et puis la peur du populisme, c'est-à-dire cet autre mot lancé à la face des opposants qui, dès qu'ils s'écartaient de la doxa, était considéré comme étant des fascistes, des extrémistes, des populistes. Et le populisme, que moi, est un mot que je revendique. Quand un populiste est celui qui s'intéresse à la vie des gens, à la vie du peuple. Or, pour la Macronie, un populiste, aujourd'hui, c'est un fasciste. Encore cette instrumentalisation de la Shoah, ou en tout cas des heures sombres, de la bête immonde, etc. Tous ces clichés qui permettent de clouer le bec et d'interdire le débat. Donc j'avais déjà analysé cette manière très sectaire qu'avait le macronisme de vouloir dépolitiser, dans le fond, les grands sujets, parce que le macronisme s'est installé dans une sorte de prétention à protéger la population, donc du réchauffement, du populisme, maintenant des virus, sans autre perspective, et en refusant d'aborder les grands sujets qui sont les grands sujets du moment, et d'ailleurs qui ne sont toujours pas abordés, sinon par quelques candidats. On voit d'ailleurs les contradictions du gouvernement en permanence, mais en ce moment, il y en a plus que jamais, le nucléaire, les mathématiques... Voilà, c'est ça. Ils vont prendre des sujets qui n'ont aucun intérêt politiquement, ils vont s'arrêter là-dessus pour éviter d'avoir à aborder les grands sujets sociétaux, les grands sujets de la crise existentielle que vous connaissez tous ici, j'imagine, qui sont portés notamment par l'échec de l'intégration, par l'immigration de masse, par l'irruption de l'islam politique, enfin tous ces sujets sur lesquels la Macronie n'a pas de réponse, ou en tout cas a des réponses verbales, mais dans les actes, elle n'en a pas. Et donc, il y a une instrumentalisation de la peur qui a été évidente, de mon point de vue, de la part du gouvernement, et qui s'est accompagnée par une infantilisation des Français. Et j'en donne comme exemple dans mon livre ce que Jean Castex avait publié comme petit catéchisme du bon républicain, c'était en mars 2021, dans lequel il disait dedans avec les miens, dehors en citoyen, et parmi les 10 commandements de Jean Castex, ça commençait par je ne reçois pas chez moi, je parle masqué, etc. Enfin, une série d'imbécilités qui était épouvantable. On n'embrasse pas papy et mamie. On n'embrasse pas papy et mamie. Enfin bon, bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, qui a montré à quel point ce gouvernement a porté un mépris immense, incommensurable, vis-à-vis de ses citoyens qui étaient infantilisés au point d'ailleurs de les prendre pour des enfants. Et on ne fait pas peur, on n'a pas le droit de faire peur aux enfants en plus. Nicolas Vidal. Oui, Yvan Ruffel. Effectivement, en ce moment, c'est la kermesse de la distribution des certificats de civisme, vous savez, comme au temps de la Révolution. Donc, apparemment, nous n'en avons pas. On n'a pas délivré des certificats de civisme. Mais je voudrais revenir là-dessus. Comment vous expliquez, on a fait le constat, bien entendu, des intellectuels, mais
Comment vous expliquez, vers Rieufol, cette capitulation, finalement, des intellectuels? C'est quoi? C'est de la couardise, c'est de la peur, c'est les intellectuels de cour, finalement, qui veulent... c'est le lever du roi, il faut être le plus près du lever du roi ou du lit du roi, finalement. Comment vous l'expliquez, vous, cette capitulation? Il faudra l'expliquer. Moi, je suis un observateur. Donc, d'abord, je la constate, je la regrette. Et une explication que j'avais donnée dans d'autres précédents livres, c'était de dire, et je pense que là-dessus on pourra s'en accorder, c'est un socle que nous vivions une crise de l'intelligence. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que les gens sont devenus imbéciles, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui ne sait plus débattre. C'est particulièrement vrai avec cette dernière élection où l'on voit bien que pour l'instant on est en train d'essayer de nous voler ce nouveau débat, après nous avoir volé le débat de l'élection précédente avec cette affaire Fillon qui avait confisqué les grands enjeux. Et donc je crois qu'en effet, aujourd'hui, les intellectuels ne sont plus à la hauteur. Ils ont été pris par le conformisme ambiant, par la pensée unique. Et alors donc je n'ai pas l'explication, je n'ai pas le déclic qui expliquerait ceci. Sauf que ces intellectuels qui ont cautionné pendant 40 ans, 50 ans pour la plupart d'entre eux, une idéologie, l'idéologie qui est celle qui a été reprise et par la droite et par la gauche, qui nous a mis dans cet état-là, c'est-à-dire une idéologie, pour la résumer, mondialiste, universaliste, de respect de l'autre, de non-stigmatisation, enfin tous les slogans que l'on peut connaître et qui, pris individuellement, sont des bons slogans. Personne ne veut discriminer, veut être raciste, etc. Mais on produit les désastres que l'on sait avec cette société fracturée, cette société malade, cette société qui n'en peut plus de voir son passé disparaître et de voir qu'elle n'arrive pas à s'imposer face à des nouvelles populations qui arrivent avec beaucoup d'arrogance. Et comme tous ces intellectuels n'ont rien dit, n'ont pas levé le petit doigt, sauf à la marge, pour mettre en alerte déjà contre ce ver qui était dans le fruit depuis 40 ans. Moi, je suis un vieux journaliste, ça fait déjà 40 ans, 30 ans, 40 ans que j'alerte justement sur cette indolence, sur ce somnambulisme-là. Et donc, je constate, j'imagine que ces intellectuels-là ont du mal à admettre qu'eux-mêmes ont participé, dans le fond, à ce grand désastre et à ce monde immonde. Et ça peut être une des clés de l'explication de ce silence de ces intellectuels-là. D'autant que, rappelez-vous, tous ceux qui mettaient en garde jusqu'à présent, maintenant le problème est posé, mais qui mettaient en garde sur cette immigration, sur l'islam, etc., a été considérés comme des parias. Oui. Et justement, Yvon Rieufol, on arrive à un vrai paradoxe que vous soulignez d'ailleurs dans votre introduction, c'est que ceux qui souhaitent abattre les frontières nationales, ceux qui souhaitent abattre les murs de ces frontières, sont justement ceux qui aujourd'hui dressent de nouvelles frontières et de nouveaux murs entre la population française notamment. Est-ce que finalement ces frontières qui n'existent plus au niveau national, dans leur tête en tout cas, sont désormais des frontières épidermiques? Oui, c'est exactement ça. Vous l'avez très bien dit. Oui, ils sont en effet. Vous avez eu le président de la République qui a dit que les frontières ne servaient à rien parce que le virus n'avait pas de frontières. On l'a vu d'ailleurs, les frontières n'ont pas été fermées. La meilleure chose à faire à l'époque, quand le virus arrivait de Chine, c'était de fermer la frontière depuis la Chine. Oui, et donc les frontières n'ont pas été fermées. Et le président de la République, qui disait qu'il ne fallait pas stigmatiser, a été le premier à stigmatiser et à fracturer encore davantage la société, qui ne manque pourtant pas de fracture, en déclarant, il n'y a pas si longtemps, j'ai bien envie, une petite phrase de monarque, j'ai bien envie de les emmerder jusqu'au bout, parlant de ceux qui, comme moi, refusaient le pass sanitaire, le pass vaccinal, et refusaient cette société hygiéniste-là. Et donc, il y a eu une théorisation d'une ségrégation, pardon d'employer ce mot, mais c'était bien ceci, une ségrégation sanitaire, naturellement, mais qui a aggravé encore cette sorte de lutte de classe, enfin ce camp des saints SAINS qui s'opposait à ce camp des je sais pas comment on pourrait les appeler, des parasites, des je sais pas quoi, enfin c'est un monde horrible et ce grand mouvement qui se réclame de la raison, représenté soi-disant par Emmanuel Macron, a fait en sorte que les Français en effet se sont retrouvés
divisé entre des bons et les mauvais citoyens, comme en effet durant la terreur, durant la loi des suspects, il fallait montrer son certificat de citoyenneté en 1793 pour éviter la guillotine. Mais finalement, on a plus de frontières que jamais. Et on a plus de frontières par ces personnes qui n'ont pas voulu reconnaître les frontières nationales. Bien sûr, oui, c'est un grand paradoxe. C'est leur contradiction intrinsèque. Je pense qu'ils ne voient pas ces paradoxes-là. Ils ne voient rien pour dire les choses. Ils ne voient pas ce paradoxe, mais ils ne voient pas non plus, pour entrer plus en détail sur leur politique vaccinale, qu'ils ne voient pas non plus que les vaccins ne servent à rien. Puisque même aujourd'hui, des grands médecins, comme le professeur Combe qui dit que le vaccin est très médiocre, ou le professeur Raoult, mais lui, il veut même plus, on ne peut même plus l'entendre tellement. Oui. Depuis le début, il dit qu'on fait n'importe quoi. Et il en a fait n'importe quoi. Oui. Et on se rend compte que ces vaccins n'empêchent pas la contamination et que les épidémies flambent encore davantage dans les pays qui sont les plus vaccinés. Mais ce n'est pas encore remonté jusqu'au cerveau de ceux qui se sont persuadés par croyance, par substitution de croyance, qu'il fallait croire au vaccin et croire en la science et que le salut n'était que dans la sacralisation de la pensée et de la vie nue. Mais enfin, c'est une stupidité totale que de penser qu'une vie nue, c'est-à-dire une vie réduite au souffle de la vie, est une vie emplie. Une vie peut être remplie sans qu'elle soit courte. Et puis en tout cas, il faut... Et c'était le fond du problème, dans le fond, c'est que l'on voit bien que cette panique de la mort que l'on a tous, bien entendu, est due également peut-être à une sorte d'incapacité qu'a notre société aujourd'hui à se projeter dans sa condition humaine. Et c'est en cela également qu'il aurait fallu qu'à côté des médecins de plateau viennent non seulement des philosophes, mais également des religieux, des intellectuels, etc., pour nous rappeler que la vie tue. Une civilisation qui nie la mort en vient à nier la vie, c'est votre citation dans l'introduction. Voilà. Nicolas Vidal, une dernière question. Une dernière question rapide, Yvan Rieufol. Effectivement, est-ce que vous pensez que les parias qui sont démis aujourd'hui pourraient-ils renverser la table de la Macronie, selon vous, ou pas ? Écoutez, moi j'ai été de ceux qui avaient été enthousiasmés par le mouvement des Gilets jaunes, le premier mouvement des Gilets jaunes. J'étais avec eux le 17 novembre sur les Champs-Élysées et je les ai accompagnés pendant beaucoup de semaines. J'ai été très déçu après, naturellement, de voir qu'ils avaient été récupérés par l'extrême gauche et je n'ai pas approuvé les violences qui en étaient subies. Et donc j'ai pensé que cette révolte-là en annonçait d'autres. Puis j'ai bien vu, malgré tout, que, en tout cas pendant 2 ans, toutes les indignations ont été éteintes par ce terrorisme sanitaire-là, et donc que la France n'avait pas continué cette réactivité dans l'insurrection civique, si je puis dire. Mais maintenant, j'observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, bien sûr, avec ce convoi des libertés. Je l'ai observé au Canada et j'ai vu que d'ailleurs les médias s'employaient à le sous-estimer en disant que ce n'était pas grand-chose. Là, on commence... alors, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Vous êtes sur place, vous, et donc vous nous en direz davantage. Mais je pense en tout cas qu'il y a un potentiel d'indignation, un potentiel de colère qui est naturellement... qui ne se voit pas à l'œil nu, mais enfin, quoique tous les samedis, vous avez quand même des Français qui manifestent depuis maintenant le 12 juillet, et même avant avec tous les Gilets jaunes. Donc, cette colère est là. C'est une colère sourde, je l'entends bien, mais il faut se méfier naturellement de l'eau qui dort, et on le verra. Mais il me semble aujourd'hui que l'indignation des Français pourrait porter, en tout cas, à des votes surprenants, et si effectivement les candidats n'avaient pas de parrainage, ce qui peut aussi arriver, à des démonstrations de force dans les rues. C'est bien possible, parce que si le bout du compte également, le grand malade de cette histoire, c'est la démocratie. Vous parlez d'ailleurs à ce sujet dans votre livre de révolution des œillères, donc on va voir si la révolution des œillères a lieu. Merci beaucoup en tout cas Yvan Rieufol, éditorialiste au Figaro, chroniqueur sur CNews et auteur de ce livre Journal d'un paria aux éditions L'Artilleur. Merci à vous.